c'est surtout compression DVD, compression HD-DVD. On va faire un petit survol, puis on va s'amuser avec ça parce que c'est un bel outil. Sur le DVD, bon, on s'entend qu'on peut mettre de l'audio et de la vidéo. Les formats d'audio qu'on peut mettre, AIFF Wave, qu'on appelle le PCM, ça veut dire que c'est de l'audio qui n'a pas un codec compressé, c'est du RAW. L'AC3, qui est un format Dolby, et DTS. On parle du DVD SD. Vidéo, qu'est-ce qu'on peut mettre sur un DVD SD? On peut mettre du MPEG-1, encore, et on peut mettre du MPEG-2. C'est quoi les limites de l'audio? On peut mettre, pour l'AIFF, le Wave, le PCM, ça c'est tous les formats qu'on peut amener dans DVD Studio Pro et DVD Studio Pro va gérer en PCM après. Puis du 16 bits à 48K en stéréo, ça fait 1500 kB par seconde ou à peu près 1,5 mégabits par seconde. Je vais faire attention parce qu'on parle là-dedans de bits et non de bytes. Aussi, le AC3, on peut aller avec un maximum de 448 kilobits par seconde et un minimum de 64 kilobits par seconde. À 48 kilobits par seconde, stéréo 192 kbps du 5.1, c'est ça, va donner du 48 kilobits par seconde. Pourquoi que j'irais avec AIF au lieu d'un AC3 ou décider de faire ça? C'est de l'oreille. Moi, par défaut, je vais par du AC3 à moins que j'aille vraiment de l'audio merdique, qui est vraiment de mauvaise qualité, qui a du noise, que l'AC3, il y a de la misère à s'y retrouver. Puis que c'est vraiment important qu'on entende bien, que, mettons, je sais pas, j'ai une entrevue à faire. C'est une entrevue que talking head d'un à l'autre, puis c'est vraiment du contenu entre deux personnes. Là, je pourrais privilégier l'audio par rapport à la vidéo. Mais à part de ça, côté qualité, la compression AC3 bien faite, c'est peu perceptible. Donc, ici, on a les paramètres dans Compressor 2. Bon, il y en a qui ne sont jamais rendus là. On peut le draguer dans le compressor, mettre le preset qu'Apple a fait pour nous, faire Submit, puis ça va le compresser pour nous. Ici, c'est les choix qu'on peut avoir. Si on passe ici, le premier onglet, quand on sélectionne le compresseur AC3, c'est bon, d'abord on a Target, la plupart du temps on y va pour un DVD vidéo. Audio Coding Mode, tu peux faire, dans le fond, c'est là que tu peux décider si tu fais du mono. Tu fais du stéréo, qui est le 2.0. Si tu fais du 2.1, qui est stéréo plus un LFE, qui est le Low Frequency Effect, qui est un canal pour le sub, tu peux y aller en 5.1, en 7.1. Ça, tu as ton sample rate, tu as ton data rate, ce qui va vraiment te donner à la fin le poids de ton fichier, puis c'est ça qui va te donner à quel point ton fichier audio va être compressé. Puis tu as le fameux Dialogue Normalization. Qu'est-ce que ça fait? C'est que quand tu mixes ton audio, tu s'en vas en studio, tu as fait ton film, il y a un niveau moyen auquel tu l'as mixé. Ça sert de ça pour que quand tu es dans ton salon, tu ne fasses pas le saut quand il y a un pic ou tu ne fasses pas le saut quand le char rentre dans le mur. Dans le fond, ça va niveler ton son pour avoir un son normalisé, puis ça va couper. Ça agit un peu comme un compresseur audio, ce qui n'est pas du tout comme un compresseur vidéo comme on a vu tantôt. C'est un compresseur vraiment à l'oreille et non pas en data. Vous allez voir souvent, quand vous faites une compression avec le preset AC3 d'Apple, tous les presets d'AC3 d'Apple sont à moins 27. Ce qui va venir, ça va faire souvent, c'est que votre son va pomper. Dès que vous allez avoir vous allez avoir une entrevue, puis l'interviewé donne un coup de poing sur la table, la normalisation, ce qu'elle va faire, elle va faire comme « Oh, ça y est, mon niveau, il est fort. » Fait qu'elle va le baisser. Mais juste après, la personne continue à parler. Ça va prendre du temps avant qu'il remonte. Fait que tout d'un coup, on a du dialogue qui est vraiment très bas. Si on veut, il y a deux manières de désactiver ça. C'est d'aller dans la fonction de votre lecteur DVD qui souvent, par défaut, est activé et de le désactiver. Ou de l'encoder avec un Dialogue Normalization à moins 31, ce qui désactive cette fonction-là. Aussi, je vais passer tout de suite au troisième onglet. Le deuxième, je vous suggère de lire le livre si vous voulez passer à travers. C'est vraiment plus technique et complexe. Compression Preset, c'est des presets qui ont été faits si on a juste du dialogue, de la musique,
un full feature si on a du dialogue, la musique, des effets qui se passent un après l'autre. Je vous suggère le None, si vous n'êtes pas certain. Puis aussi, LFL Low Pass, et si vous décidez, si vous n'êtes pas allé en studio mixer avec un bon système d'écoute, puis vous avez vraiment séparé vos canaux, vous avez dit, OK, oui, vous avez dit, ça va à gauche, ça va à droite, ça, c'est mes effets. Le Low Pass Filter va éliminer ce qui est en haut d'une certaine fréquence. Puis le DC Filter, ici on fait la différence entre le courant alternatif et le courant direct, c'est que des fois, on fait un enregistrement, on ne s'en rend pas compte, et il y a un courant qui passe, soit ça peut partir vraiment du tournage ou d'un effet qu'on a mis sur notre audio, c'est que ça met un courant continu. C'est que ça va toujours pousser sur votre haut-parleur, puis ça peut causer des dommages, ça peut avoir certains effets aussi. C'est ça aussi souvent qui peut donner des clics quand vous faites des cuts dans votre montage Final Cut. Là. Vous passez d'un à l'autre, puis ça a cliqué. Comment ça? C'est parce que dans une partie, vous aviez du courant direct dans votre signal audio, dans l'autre, vous n'aviez pas, vous n'aviez un différent niveau. Fait que ça va l'enlever. Non, c'est pas un hum, c'est vraiment un courant qui n'a pas d'affaire à passer où ce qui passe. Un ground qui ne passe pas, une décharge, ça peut être un mauvais courant qui n'est pas à bonne place, un ground qui est mal passé, vous branchez à telle place, mais vous avez votre micro dans une main qui est branché à telle place, votre caméra qui est branchée à une autre place. Il y a un courant qui passe parce qu'il faut qu'il se délope dans quelque part, puis il n'y a pas de ground, il passe à travers vous, il passe par votre signal audio. OK, vidéo. Oui, on peut mettre du MPEG-1 sur un DVD. Comme sur les vidéos CD avant, la résolution du vidéo CD, du MPEG-1, c'est 352 par 240. Sur le DVD, on peut mettre un maximum de 1,56 mégabits par seconde. On suggère de mettre 1,15. Puis l'audio est par définition à 16 bits, 48 kHz stéréo pour 1,5 mégabits par seconde. Et maintenant, le MPEG-2. Bon, là, on est plus dans le cœur du sujet. On veut faire un DVD de qualité, on va vers le MPEG-2. Il y a plusieurs résolutions d'MPEG-2 qu'on peut mettre sur un DVD. Le 352 par 240, le 352 par 480, le 704 par 480 et le 720 par 480. Bon, ça sert généralement là, pour avoir la même résolution que notre montage SD. On peut travailler à 2 frame rate. On peut travailler à 29,97 et à 29,97. C'est-à-dire, on peut faire du 24 sur le DVD et les platines devraient pouvoir nous le montrer sur notre télé. Le maximum très théorique du MPEG-2 sur un lecteur DVD, c'est 9,2 mégabits par seconde. Et je vous suggère 7. Il y a une grosse différence. 7, oui, si on met de l'audio avec. La grosse raison de ça, c'est le lecteur DVD à 69$ de Canadian Tire. On se demande pourquoi, ou c'est qu'ils ont coupé. Ça se peut qu'ils aient coupé là. OK? Ça, qu'est-ce que... D'abord, avec ce taux-là de 7, ce qu'on a vu tantôt de l'encodage AC3, comment on gère notre bande passante de 9.2 pour gérer notre vidéo, pour que notre lecteur DVD soit capable de lire, pour gérer l'information qu'on en mette en même temps sur notre DVD, c'est-à-dire notre audio, notre vidéo. On a-tu des sous-titres? On n'a pas de sous-titres. Ça. Marc-André, c'est 9.2 ou 9.8? 9.2, hein, me semble. Idéalement, mon setting idéal de compromis, ça c'est indépendamment de la longueur de votre vidéo, si on va y venir après, c'est qu'on a notre théorie de 9, là c'est 8, mais c'est 0.2, ce qui nous suggère de 7,5 mégabits par seconde. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Si on compresse notre vidéo à 7 mégabits par seconde, et notre AC3 à 192 mégabits par seconde, là, on parle d'AC3 d'un stream stéréo. Ça donne ça, on arrive en dessous de la limite, puis on est capable d'avoir un MPEG-2 de qualité, avec une source de qualité aussi, c'est sûr. Là, je ne parle pas des problèmes spéciaux puis du cas par cas.
Donc, on va faire un petit calcul ensemble, parce que tout le monde me dit bon, combien je capte, pourquoi, qu'est-ce que je fais avec les presets d'Apple, à combien je devrais compresser, est-ce que je peux mettre 4 heures sur mon DVD, qu'est-ce que je fais si j'ai juste 2 minutes? OK, fait qu'on part avec notre DVD5, notre DVD-R normal, là. On ne parle pas de dual layer, on ne parle pas d'othering pour aller en usine, on s'en va sur DLT, on parle d'un DVD-R, là. De 4.7 gigs. Si je garde mon 7 mégabits par seconde, 75 minutes de vidéo à 7 mégabits par seconde, ça fait 3.9 gigs. On est encore en dessous de notre 4.7. Si j'ai 75 minutes d'AC3 192, j'ai 108 MB. Si j'additionne ces deux-là, ça me fait 4.45 gigs. Ça veut dire que mon vidéo, mon audio ensemble à 7.1 mégabits par seconde, je peux en mettre 75 minutes à la meilleure qualité. Fait que ici, on a notre fenêtre de l'inspecteur dans le compresseur. Quand on sélectionne un compresseur MPEG-2, c'est ça qu'il nous donne. On va aller tout de suite à... On est toujours pour le DVD SD. Ici, on a le mode One Pass CBR. Qu'est-ce que ça veut dire? CBR, c'est pour Constant Bitrate. Ça veut dire que tout au long de votre clip, mettons qu'il dure 75 minutes, si on lui a dit de compresser à 7 mégabits par seconde, il va rester à 7 mégabits par seconde tout le long. Le One Pass VBR, c'est un Variable Bitrate. Ça veut dire que l'encodeur va passer à travers votre clip, puis selon deux données que vous lui avez données, qui est le débit moyen et le débit maximum, il va passer à travers. Si vous y avez donné on va garder notre 7 mégabits par seconde en débit moyen, et comme débit maximum 9, ce qu'on ne devrait pas faire, mais pour se comprendre, on va faire ça. Ça veut dire qu'il va passer à travers. En théorie, à la fin, il devrait avoir un poids de fichier du même poids que si on avait fait un constant bitrate à 7. Mais en passant à travers, quand il va voir qu'il y a des parties qui sont plus simples, des frames plus simples, il va les compresser moins. Et quand il va avoir des scènes qui ont plus d'action, qui ont plus de choses à compresser, il va augmenter son débit pour pouvoir avoir la même qualité que quand il était plus bas. Vous avez average, ça va donner à peu près le même débit, le même poids, mais avec des débits variables selon l'image. Une meilleure qualité, dépendamment de ton bitrate moyen. Parce que si, encore là, tu as 75 minutes ou moins, tu ne veux pas aller en haut de 7, fait que tu ne veux pas lui donner un débit en haut de ça. Puis, tu ne veux pas qu'il compresse plus que 7. Tu ne veux pas qu'il aille à 6 ou à 5 pour compenser à quelque chose qui est allé plus haut. Donc, si tu es en bas de 75 minutes, reste à 7 pour pas qu'il aille compressé ailleurs pour rien puis qu'il monte un débit plus tard ou avant. Parce que c'est pas, théoriquement, c'est pas nécessaire. 75 minutes, l'average bitrate, tu le mettrais à 7. Bien, je n'utiliserai pas un variable bitrate, je resterai en constant bitrate parce que c'est mon bitrate maximum que je veux atteindre. Je ne veux pas aller plus haut que ça parce qu'il y a des lecteurs qui ne le prendront pas. Donc, c'est pour ça que je veux rester à 7 puis un petit peu plus à cause de mon audio. Oui? Tu l'as peut-être dit parce que je pensais en même temps que tu parlais. Oui? Y a-t-il une différence au niveau de si ton vidéo, il y a beaucoup de motion dedans? Oui. Il est beaucoup plus difficile à compresser. Donc, tu vas mettre plus. Est-ce que tu vas mettre One Pass VBR ou l'autre que nous avons montré avant? Ben, si tu es en bas de 75 minutes, on reste à constant bitrate. Si tu veux mettre plus, oui, tu peux mettre un variable bitrate. Puis c'est mieux d'aller vers un variable bitrate que de descendre vraiment ton constant bitrate plus bas parce qu'il va vraiment optimiser. OK, maintenant on a le 2 pass VBR. C'est comme le One Pass, sauf que ce qu'il va faire, c'est que le compresseur va regarder ton clip, il va passer à travers, il va dire OK, oui, à 2 minutes, là, ça bouge pas mal. À 2 minutes 5, ça bouge moins. À 2 minutes 30, c'est pas si pire. Puis à 4 minutes, j'ai une explosion, là, tout bouge. Puis à 12 minutes, j'ai une séquence de 8 clips de 3 frames.
Puis après ça, ben, c'est juste un ciel avec un oiseau qui passe. Fait qu'il va se faire une image de tout ton clip dans une première passe, puis il va être beaucoup plus efficace la deuxième fois quand il va dire « OK, là, ici, je peux compresser. Ici, je sais que ça bouge beaucoup plus, puis après ça, ça se calme. Fait que je peux prendre beaucoup plus de débit ici, parce qu'après ça, je vais pouvoir le calmer. » Il est beaucoup plus efficace que le One Pass, que lui, il va juste dire « OK, qu'est-ce qui s'est passé? Là, ça bouge. OK, là, ça bouge moins. » On dirait que je peux moins, je peux compresser moins. Ça pour dire que aussi le One Pass, sur des clips courts, va être beaucoup moins capable de garder le débit moyen qu'on lui a donné. Parce qu'il ne peut pas faire une moyenne sur beaucoup de frames. Tandis que sur un clip d'1 heure, la moyenne est plus facile à faire. Donc, c'est plus lourd, ça, finalement, la film? Est-ce que ça va être... Non, ça ne sera pas plus lourd. Ça va en théorie garder ton bitrate. Ça va garder le poids à peu près de ton bitrate moyen. Mais il y a des places où le codec peut compresser plus sans affecter l'image de ta qualité d'image, il va le faire. Et d'autres places où il faut qu'il augmente son bitrate pour mieux updater tes images, il va le faire. Donc, ça ne sera pas plus lourd. Oui, ça va être plus long parce qu'il va passer 2 fois à travers ton clip. Mais ça va être beaucoup plus efficace, par exemple. OK. Tantôt, j'ai parlé des keyframes, puis des frames entre les keyframes qui étaient updatés, une fois, qui étaient updatés selon les différences. Le MPEG-2, comment il fonctionne? Il fonctionne selon une méthode qui est le Group of Pictures. Quoi ça ressemble à un Group of Pictures? Ça ressemble à ça. C'est que ici, j'ai une séquence de 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 4, 5, de 15 frames? Ben oui. OK. Puis, là-dedans, j'ai 3 sortes de frames. J'ai l'équivalent de mon keyframe de tantôt, qui est mon iframe, qui est un frame en total, qui est complet, mais qui est compressé en MPEG-2. Tu as aussi les p-frames. Ce qui fait le p-frame, c'est qui fait la différence entre ce p-frame-là, entre le iframe qui est avant et le p-frame qui est après. En fait, il update le iframe qui est avant. Excusez. Il update le iframe qui est avant. Et le b-frame, il va faire la différence entre le frame qui est avant et le frame qui est après. Donc, pendant 15 frames, il va juste updater son image. Puis au 16e frame, il va avoir une image pleine. Après ça, 14 frames à l'updater, un frame d'image pleine. Pour le DVD, ça s'ajuste. Qu'est-ce qu'on peut ajuster pour ça? On peut ajuster la longueur des Group of Pictures, c'est-à-dire les raccourcir pour mettre des iframes plus souvent, si on a plus d'action. On peut ajuster la structure des Group of Pictures, mettre un iframe, plus juste des p-frames, ou changer l'ordre des p-frames et des b-frames selon ce qu'on veut faire. Comme j'ai dit tantôt, c'est ça ce qui est le fun avec Final Cut. Quand on prend une séquence Final Cut, on fait Export to Compressor pour en faire un MPEG-2. C'est qu'automatiquement, Final Cut il va dire à Compressor, regarde, ici j'avais des coupes, là, ça veut dire qu'il y a sûrement un gros changement d'image. Ça veut dire qu'il met des marqueurs de compression automatiquement. Ça veut dire qu'il va mettre une image pleine à chaque coupure d'image. Et aussi, oui, tu peux, en mettant tes marqueurs, en mettre à la main dans Final Cut, tu peux mettre des marqueurs de compression, le spécifiant que c'est un marqueur de compression, et ils vont être reconnus par Compressor. Je passerai au HD DVD. Côté DVD, ça va. Oui. On est passé à travers? Oui? Ça va? Mais comment, moi, une question qu'on me pose, que je suis jamais tout à fait sûr dans DVD Studio Pro. Ouais. Quand tu as envoyé quelque chose de Final Cut, tu l'as envoyé dans le compresseur. Ouais. Qu'est-ce qui est prioritaire quand tu encodes à la fin? Les settings de DVD Studio Pro ou ce que tu as fait dans le compresseur? Parce que c'est pas clair des fois dans ma tête ce qui se passe. Bien, quand tu amènes du MPEG-2 dans DVD Studio Pro, il ne le recompresse pas. Il mox, il prépare. Il mox, oui. Il mox, ce que ça veut dire, le moxer, c'est juste qu'il peut. OK, ouais. Mais les settings que tu as mis, ils ne comptent pas, c'est ça? C'est pas pertinent dans ce cas-là? Dans DVD Studio Pro? Non. Où ça va jouer, c'est si c'est dans tes menus.
C'est ça. Là, oui, ça va jouer sur la compression de tes menus parce que eux autres aussi, il faut qu'ils compressent en MPEG 2. Ouais, si tu décides d'importer des QuickTime pour MPEG 2. C'est ça. Puis, en passant, le importer du MPEG 2 de compressor, puis dans le DVD Studio Pro ou l'encoder directement dans DVD Studio Pro, c'est la même engin qui roule en arrière, là. C'est juste que dans un, tu as beaucoup plus de settings, de paramètres que dans l'autre. Bon, OK. Fait qu'on est passé au HD-DVD. Fait que résolution qu'on peut mettre sur un HD-DVD, 720x480, 5994p, ou communément appelé du 480p, ou du Enhanced Definition, 1280 par 720, 720p, du 1440 par 1080, qui est du 1080i anamorphique, ou du HDV, ou du 1980 par 1080-29, qui est du 1080i. Ceux qui travaillent en HDV, une affaire qui est le fun pour vous autres, c'est un des bons points du HDV, c'est que vous pouvez prendre votre HDV, le capturer dans Final Cut, prendre votre clip, l'amener dans DVD Studio Pro, et si vous voulez faire un DVD HD, il n'a pas à le recompresser car c'est déjà du MPEG 2 1440 par 1080. Tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va séparer son audio de son vidéo pour mieux les rassembler quand il va faire le HD DVD. Puis, aussi, il y a quand ils vont trouver un moyen de l'éditer aussi et de le rentrer dans Final Cut, il y a les caméras AVC, des petites caméras HD sur disque dur, qui est l'autre format avec lequel les HD-DVD peuvent travailler, qui est du H264 HD. Fait que quand on va pouvoir le rentrer dans Final Cut, on va pouvoir faire ça. On va le savoir dimanche. Donc, c'est quoi le HD-DVD? Ce que j'aurais dû faire avant, en fait, on sait que les DVD, c'est un laser rouge. Le HD-DVD, c'est un laser bleu, d'où son compétiteur qui est le Blu-ray Disc. Par couche, le HD-DVD, on peut mettre dessus 15 gigs par couche. Il y a du 2 couches. Il y a peut-être du 3 couches, mais on ne l'a pas vu. Le format avec lequel on écrit dessus, c'est du ISO 9660 ou de l'UDF, comme le DVD. Les platines HD-DVD vont être capables aussi de lire du DVD et des CD, ce qui n'est pas vrai pour le Blu-ray. Peut-être pour le DVD, mais le CD, non, à moins. Mais ce n'est pas dans les spécifications du Blu-ray. Les codecs qu'on peut mettre sur le HD-DVD, Windows Media 9 ou VC9, H264, qu'on appelle aussi AVC, et MPEG 2. L'audio peut aller jusqu'à 24 bits, 192K, qui est la très haute définition audio. Ce qu'on utilise, nous, avec la suite Final Cut Studio, Compressor, c'est premièrement le HD MPEG 2 ou l'MPEG 2 HD. C'est le même codec que le DVD SD, sauf qu'on encode des images qui sont beaucoup plus grosses. Le débit, tantôt on a vu qu'on arrêtait à 9.2 en DVD. Ici, on essaie entre 10 et 29 mégabits par seconde. En passant, le HD MPEG 2, c'est du HDV. Et le HDV, il était à 25 mégabits par seconde. Comme je disais tantôt, on peut prendre presque directement du HDV et le mettre dans des DVD Studio Pro pour faire des MPEG, des DVD HD. En MPEG 2, on peut faire du 1080i et du 720. Non, excusez-moi, c'est le HDV. C'est du MPEG 2 HD. Le 1080 en HDV, c'est du 25 mégabits par seconde. Le 720, c'est du 19 mégabits par seconde. Les types de compression, tantôt, on a passé le OnePass et TwoPass VBR. En HD, sur le HD DVD, il y a juste du VBR. On ne peut pas faire de constant bitrate. Aussi, le MPEG 2 est disponible en 720p et en 1080i.
C'est l'encodeur par défaut dans DVD Studio Pro 4. Quand on ne veut pas passer par compressor, on veut directement draguer un QuickTime dedans, il va l'encoder en HD, en MPEG-2 HD. L'autre codec qu'on peut utiliser dans notre suite, c'est le H264, qui est le MPEG Layer 4, MPEG-4 Layer 10 ou AVC. Le débit est beaucoup plus flexible. On peut aller de 1.5 mégabits par seconde jusqu'à 29.4, mais avec une théorie maximale de 27 mégabits par seconde. Son avantage, c'est qu'il donne des fichiers 4 fois plus petits qu'un MPEG-2 HD avec la même qualité. C'est un... Pensez-y bien. Sauf que, avec nos logiciels, ben, je pense que c'est même je sais pas si c'est une limitation du format HD-DVD. On peut juste faire du 480p et du 720p en H264. Et on peut lui donner... tantôt, on a parlé des keyframes. Quand j'ai parlé des codecs, on peut lui donner des keyframes aux secondes, aux 30 secondes, aux 2 secondes. En fait, le H264, si vous allez sur le site d'Apple, vous downloadez des trailers, c'est ça, du HD en H264. C'est la qualité. Donc, sur l'Apple Trailer Park, par exemple, les clips en 720p sont habituellement environ à 5.6 mégabits par seconde. On peut aller jusqu'à 29.4 avec le H264 sur le HD DVD. Donc, regardez la qualité, des fois c'est quand même pas pire. Là, on peut plus que aller à 5 fois de la qualité qu'on a sur le Trailer Park. Ah, je ne l'avais pas sauvé celle-là. Donc oui, on peut mettre du AC3 d'ailleurs. Si vous prenez les presets d'Apple dans Compressor, l'audio est encodé en AC3. Il y a plusieurs codecs, dont je pense qu'ils sont en train d'implémenter aussi le True HD, qui est un compresseur audio de Dolby, qui est théoriquement lossless, où tu peux aller jusqu'à faire du 7.1, c'est-à-dire 7 canals et un sub, un low frequency effect. Donc, DVD Studio Pro 4 te permet de faire du HD DVD. Présentement, on peut juste le graver sur des DVD 5. En MPEG-2, ce qui te permet de faire, c'est 30 minutes en 1080 à 19 mégabits par seconde. En H264, il te permet sur un DVD 5 de te mettre 90 minutes de HD 720p sur ton disque de 5 GB. C'est quand même pas pire, là. Et avec la dernière update qu'Apple ont fait, ils ont arrangé beaucoup de problèmes de compatibilité qu'il y avait avec les lecteurs HD DVD de table de Toshiba. C'est-à-dire que maintenant, oui, dans la plupart des lecteurs Toshiba, ces DVD-là vont jouer. OK, c'est ce qui conclut la présentation des DVD. J'espère que vous avez apprécié.